Bon, il est 9 heures. Je vous propose de démarrer. On a un planning qui est bien serré. On va commencer dès maintenant. Bonjour à tous et merci de participer à ce live Avançons ensemble. Euh, Aujourd'hui, nous sommes réunis pour discuter de comment communiquer pendant la période que nous traversons. Nous sommes 4 aujourd'hui à prendre la parole pour répondre à cette question. Vincent Moreau, directeur d'Objectif Papillon, Manon Dufour, qui est notre consultante experte en publicité digitale, Aurélien Miklas, qui est notre expert en SEO, et moi-même, Baptiste Garneau, directeur conseil. Petite précision technique sur l'organisation de ce live, de ce webinaire. Nous allons prendre la parole pendant une trentaine de minutes sur les différents sujets qui nous incombent, et nous consacrerons ensuite 15 minutes à répondre à vos questions. Vous avez en bas à droite de votre fenêtre un espace de chat dans lequel vous pouvez écrire des messages. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le point d'interrogation, envoyer des questions. La différence lorsque vous cliquez sur le point d'interrogation, c'est que vos questions vont être entourées d'un liseré bleu et qui nous permettront d'y répondre en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas, pendant toute la durée de ce webinaire, à poser vos questions. Même si on n'y répond pas immédiatement, vous inquiétez pas, on va les garder de côté et on essaiera de répondre à toutes les questions dans le dernier quart d'heure, donc à partir de 9h30. Vincent, je te laisse enchaîner sur la présentation d'Objectif Papillon pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Merci Baptiste. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, on est ravis de partager ce moment avec vous. Bon, le confinement et les visios, c'est sympa, mais bon, il faut dire que le contact avec les clients nous manque. Alors, Objectif Papillon en 30 secondes. Donc, Objectif Papillon, 15 personnes. Nous sommes basés à Saint-Jean, juste à côté de Toulouse. Et notre activité est répartie sur 3 pôles. Le pôle web qui représente à peu près la moitié de l'activité, qui est la création de dispositifs digitaux. Stories, communication et discours de marque, et Booster, tout ce qui est création de trafic et optimisation de la conversion. Voilà pour la présentation très rapide d'Objectif Papillon. Baptiste, tu reprends la parole, j'enchaîne directement. Je fais juste une précision que j'ai oublié de faire. Vous avez la possibilité dans la fenêtre de chat de poser des questions si vous en avez le besoin à Vanessa qui est disponible dans le chat pour vous répondre sur toute question technique. Si vous avez des questions très concrètes sur comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à le faire directement. Vanessa vous répondra. Voilà, je te rends la parole, Vincent. Merci. Donc, premier sujet. Alors, j'arrive pas à faire avancer le... Hop, c'est bon. Donc, garder le contact. Alors, garder le contact, tout est dit. On a choisi pour rentrer dans le sujet d'aborder la façon dont Objectif Papillon a choisi de communiquer durant cette période. Alors, bien évidemment, la toute première dans un premier temps, le choc de l'annonce, on savait que ça allait survenir, mais une fois qu'on a été confronté à la situation, il y avait une forme de sidération. La première question qu'on s'est posée, c'est pouvons-nous garder le silence? Alors, bien évidemment, la réponse a été non, et on s'est posé cette question à la fois pour nous et pour nos clients. Hein. Le silence est-il une option? On a très vite considéré qu'il fallait prendre la parole, qu'il fallait s'exprimer durant cette période, et on s'est très vite positionné aussi sur le sujet Covid en se disant qu'on allait chercher à communiquer le moins possible autour de la maladie, que la maladie était connue, que c'était un état de fait, que de toute façon il y avait une communication très abondante sur le sujet, qu'il n'était pas question d'être dans le déni, mais que notre rôle n'était pas forcément de communiquer autour de la maladie. Alors on va voir comment on l'a fait. Quelques idées clés qui ont tout de suite surgi. La solidarité. On a identifié qu'on avait changé d'époque, que le monde dans lequel on vivait, le monde économique, qui est quand même un monde très axé sur la concurrence de tous envers tous, montrait ses limites, et qu'il fallait qu'on était dans une situation de solidarité beaucoup plus grande, et qu'il était intéressant qu'il était intéressant aussi de communiquer autour de ces idées, la solidarité, l'entraide, et également
également une réflexion sur quel était notre rôle, quel était le rôle de chaque acteur économique. Alors, nous concernant, hein, notre rôle est très clair, il est double. Enfin, d'abord, c'est un rôle d'acteur économique. Hein, on est tous des citoyens, on a tous notre responsabilité personnelle au niveau de notre famille, de notre rôle de citoyen, mais on a également un rôle économique. Le rôle d'Objectif Papillon, il est à la fois vis-à-vis de ses salariés, de continuer à ce que l'activité continue le mieux possible et dans le respect de la sécurité, bien sûr. Et on a également un rôle d'acteur économique, de faire en sorte que l'activité continue autant que faire se peut. Et c'est ces différentes dimensions qu'on a souhaité communiquer. Alors, je suis un peu perdu là-dedans. Pour faire avancer mon PowerPoint, ok, merci. Donc, communiquer auprès des différentes parties prenantes. Donc, les parties prenantes, ce sont les salariés, c'est l'interne. Hein, c'est-à-dire qu'on a considéré que notre communication externe devait également avoir de la valeur sur l'interne. Donc, les salariés, bien évidemment, et en premier aussi nos clients, mais également l'ensemble, on va dire les prospects, les gens avec lesquels on est déjà en contact, et également nos partenaires et fournisseurs. Donc, l'importance d'avoir une communication qui fonctionne sur l'ensemble de ces cibles, d'avoir une communication qui soit inclusive, c'est-à-dire d'avoir un message qui nous engage à côté de ces parties prenantes, hein, qui soit pas un discours en surplomb, et également un discours qui soit positif. On a vu passer beaucoup de communications très anxiogènes. On a choisi de ne pas être du tout sur ce terrain-là. Alors on peut dire que c'est au choix Paris Pascalien ou de la méthode Coué, peu importe, hein, mais en tout cas, on sait que les temps sont durs. C'est pas la peine c'est un état de fait, hein, et on préfère communiquer sur la lueur d'espoir qu'on cherche à entretenir et à développer. Alors, on est arrivé sur ce dispositif, hein, que vous connaissez puisque c'est celui-là qui vous a amené dans ce séminaire. Avançons ensemble avec cette dimension inclusive et positive, et d'autre part un dispositif qu'on fait vivre dans le temps, hein, qu'on fait évoluer, puisque là on en est au avançons ensemble #2, donc ça veut dire qu'il y a eu un premier, puisqu'on est dans un contexte où la seule certitude qu'on a, c'est l'incertitude. Hein, on ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on ne sait pas quelles seront les modalités de sortie du confinement. Donc, il y a besoin d'une réactivité extrêmement forte par rapport à cette incertitude et cette adaptabilité que nous devons tous avoir. Et donc, par rapport à ça, on a choisi de mettre en place une communication avec de la régularité. Hein, on sait que la façon dont on va communiquer aujourd'hui, ce qu'on a à dire aujourd'hui, n'est pas du tout forcément ce qu'on aura à dire la semaine prochaine ou dans 15 jours. Donc, nous allons continuer à faire vivre ce dispositif, avançons ensemble. Et bien évidemment, on a choisi de le positionner, de le décliner, hein, en multicanal, c'est-à-dire d'avoir de la communication aussi bien sur les réseaux sociaux, sur notre site web, par email. On constate que ça fait très longtemps que nos clients n'ont pas diffusé autant d'emailing. Voilà, mais en tout cas, on accorde une très grande importance à la régularité de notre communication. En restant dans une logique d'entraide, hein, alors bien évidemment, on est une entreprise, donc comme toute entreprise, on doit continuer à développer notre activité, notre chiffre d'affaires, mais en revanche, la notion d'entraide est beaucoup plus forte. Hein, on essaye autant que faire se peut de pouvoir aider nos différentes parties prenantes en ces moments, et on cherche à créer et à développer la relation. Alors il manque entretenir, hein. Entretenir, créer et développer une relation, c'est quelque chose d'important en ce moment. Alors Baptiste, si tu peux avancer Bien sûr. slide d'un cran. Voilà, et de faire preuve de patience et de confiance. On a eu des interrogations avec des clients. Est-ce que c'est le moment de mettre en place des opérations commerciales? Ça nous semble un petit peu tôt. Hein. Il faut faire preuve de confiance dans le développement de cette relation.
de la confiance dans l'avenir. Ce qu'on espère pour nous, c'est que une fois que le confinement sera terminé, alors le confinement sera pas terminé d'un seul bloc, on le sait. Ça sera un processus assez long sur lequel il faudra continuer à s'adapter. Voilà, on espère que petit à petit tous les acteurs économiques vont reprendre confiance et que, on va dire, les affaires vont reprendre, que tout va s'enchaîner, mais ça va prendre du temps. Il nous semble qu'aujourd'hui, il faut pas forcer ce redémarrage et que notre rôle principal est de continuer d'être présent vis-à-vis de l'ensemble de nos clients, de nos partenaires, de façon à créer les conditions de la meilleure reprise possible. Voilà, pour résumer, quelle est la façon dont Objectif Papillon a cherché à communiquer, va communiquer dans les semaines qui viennent. Et bien évidemment, ça nous semble aussi des directions qui nous semblent intéressantes pour la plupart de nos clients. Et bien évidemment, on sera à votre service, on est à votre service pour échanger avec vous sur ces sujets. Voilà, alors je vois pas les derniers slides. C'était bien le dernier slide, Baptiste? C'était bien le dernier slide et c'est donc super. Moi, je te passe la parole. Merci Vincent. Donc après cette introduction de Vincent sur le positionnement d'Objectif Papillon et notre vision sur comment se positionner en ce moment en tant que marque pour communiquer, je vais prendre la parole rapidement sur les réseaux sociaux. Quelques points clés de conseil sur la posture que nous vous conseillons d'adopter en ce moment. La première chose, ne surtout pas faire abstraction du contexte. Vincent l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit surtout pas d'être dans le déni. Il faut trouver un équilibre parce qu'il y a une échelle avec deux extrêmes. Le premier côté de cette échelle, c'est le déni total. On fait comme si on n'était pas dans une situation exceptionnelle. Et ce déni, il peut prendre deux formes. Il peut prendre la forme du silence total des marques, et on le voit sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup, qui ont complètement arrêté de communiquer depuis le 16 mars. C'est problématique. C'est problématique pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, d'abord, sont des outils qui ont des algorithmes qui fonctionnent sur la base de la régularité des prises de parole. Et c'est aussi problématique parce que vos publics attendent aussi des marques qu'elles continuent à communiquer. Et ça, de nombreuses études le montrent. Manon en parlera tout à l'heure en citant une étude de Kantar. À l'autre extrême de cette échelle, c'est communiquer de manière absolument répétée, comme s'il ne s'était rien passé, et continuer de le faire en faisant abstraction du contexte. La première chose à faire, c'est donc d'acter la situation. Et là, on est 3 semaines après le début du confinement. La plupart des marques l'ont fait. C'est expliquer que la situation, elle est exceptionnelle et on ne se voile pas la face et on l'assume et on l'explique et ça a un impact sur notre communication. Le deuxième point, c'est se mettre au service des autres. Se mettre au service d'abord en expliquant la continuité des services et de l'offre pour les marques, pour les entreprises, qu'elles soient dans le service public ou d'ailleurs une entreprise privée. Comment la situation qu'on est en train de traverser impacte l'activité de notre entreprise. Quels sont les services qui continuent, quels sont les services qui sont interrompus, comment le public peut rentrer en contact avec vous. Ça, c'est la base, c'est très important de communiquer là-dessus. Deuxième point, se mettre au service de la société, dans une posture d'engagement sociétal. Là encore, ce n'est pas du tout une obligation, mais certaines marques le font et ça fonctionne bien dès lors que c'est une posture authentique, véritable et qu'on n'est pas du tout dans du social washing qui serait faire un don parce qu'on a envie de communiquer sur sa marque. Évidemment que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, faire un acte d'engagement sociétal en tant qu'entreprise, c'est possible et c'est aussi le moment de le faire. Troisième levier pour se mettre au service des autres, se mettre au service des internautes. Et là, c'est tout simplement peut-être encore plus que d'habitude. On sait que c'est dans l'ADN des réseaux sociaux d'aller vraiment à la rencontre des internautes, encore plus que d'habitude, être dans une logique user-centric. Quand on parle de logique user-centric, c'est vraiment être centré sur les attentes et les besoins de votre utilisateur et de l'internaute, davantage que brand-centric, centré sur la marque. Donc, c'est vraiment comprendre les attentes, aller à la rencontre des problématiques et des internautes.
Troisième levier, incarner votre discours de marque. Alors là, c'est vraiment le moment pour le faire. Vous êtes dans la même posture que votre public. Vous êtes à la maison, devant l'ordinateur, en télétravail. La plupart des Français, en tout cas, sont dans ce cas-là, parfois en chômage partiel. On a une situation qui impacte tout le monde. Et donc, c'est le moment aussi d'incarner le discours de la marque avec des visages, de montrer les collaborateurs, comment on s'organise, comment on est au même niveau que vous dans la continuité des services, je le disais juste avant. Donc, c'est vraiment le moment propice à incarner ce discours avec les visages qui font vivre et qui continuent à assurer l'activité de votre entreprise. Et puis, dernier point, proposer des moments d'évasion. 3 semaines après le début du confinement, on commence à avoir des marques qui le font et qui le font avec succès. Au début, c'était un peu tôt pour le faire. Et là, on se rend compte que ces moments d'évasion, sans être dans le déni, attention, c'est absolument important de le garder en tête, mais peuvent permettre de sortir un petit peu de cette communication parfois un peu anxiogène du moment. Proposer des fenêtres pour s'aérer. On le sait, les Français passent beaucoup plus de temps sur Internet et sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc, c'est aussi le moment pour laisser place un petit peu à une communication résolument positive. Voilà ce que je pouvais dire sur les réseaux sociaux. Je passe maintenant la parole à Manon, qui va nous parler achat média. Petite remarque et petite précision avant de te laisser la parole, Manon. N'hésitez pas vraiment à nous poser vos questions. Il y aura un temps dédié à ça tout à l'heure, mais n'hésitez pas à le faire dès maintenant dans la fenêtre de chat. On y répondra avec plaisir. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais me poser la question, est-ce qu'il faut continuer les achats médias? Est-ce que dans ces circonstances de crise, il faut continuer vos publicités digitales? Alors, je commence déjà par parler un petit peu des consommateurs pour pouvoir répondre à cette question. Kantar a interrogé 25 000 consommateurs pour comprendre leur rapport avec les médias en ce temps de crise. Je vous mets le lien dans la slide où vous pourrez retrouver l'article qui en parle. En fait, il s'avère que 8% des consommateurs sont pour l'arrêt de la publicité, c'est-à-dire très peu. À cela est associée une hausse du trafic sur une bonne partie des sites internet, ce qui prouve qu'en fait les utilisateurs sont toujours là, ils sont toujours à la recherche d'informations, ils ont toujours envie d'en savoir un petit peu plus sur vos services et surtout ils ont plus de temps. Donc en bref, ils ont envie d'entendre parler de votre marque, mais peut-être différemment. Du coup, l'objectif là, c'est de savoir comment on peut continuer à enclencher de la publicité, comment dépenser vos achats médias. Du coup, on peut commencer ici par la base, on peut dire, parce que tout simplement, c'est le moment d'activer vos campagnes de retargeting, si c'est pas déjà fait, c'est-à-dire de recibler les visiteurs de votre site internet, les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Alors pourquoi? D'abord pour entretenir la notoriété de votre marque, parce qu'une coupure de plusieurs semaines au niveau de la publicité digitale, c'est long et c'est important d'avoir un rappel à l'esprit continu de votre marque, mais aussi pour cibler en priorité les personnes qui sont déjà intéressées par votre marque. C'est une logique qui est moins agressive qu'une publicité de conquête pure auprès de personnes qui vous connaîtraient pas. Ici, on cible uniquement des personnes qui sont déjà potentiellement intéressées par vos services. C'est ici l'occasion de tester des leviers et des formats que vous n'avez pas encore testés peut-être sur le retargeting. Ça peut être sur Google Display, ça peut être sur Facebook Ads, mais ça peut être aussi en redistribuant vos enchères sur le search, sur Google AdWords, pour cibler en priorité les visiteurs de votre site en mettant un petit peu plus de budget sur cette cible-là dans les circonstances actuelles. Donc, on a parlé du retargeting qui est important d'activer ou de réactiver dans cette période. Et on peut se poser la question, est-ce que c'est quand même possible aujourd'hui de faire des publicités de conquête en ciblant donc des gens qui ne nous connaissent pas encore? Alors, ma réponse serait oui, mais différemment. Il n'est pas exclu de faire des publicités de conquête avec un ton qui va être plus tourné promo, plus produits, mais par contre, il va falloir les adapter.
en adaptant le message, les call to action, vos landing pages et vos audiences. Au niveau du message, ici, dans cette période particulière, on va plutôt expliquer comment on reste au service de nos internautes en jouant sur la transparence. En gros, plutôt que de dire mon service c'est super génial, on va plutôt expliquer concrètement comment on se met au service de l'utilisateur, comment on reste disponible pour lui et comment il peut concrètement continuer à profiter de nos services dans une période où on est tous chez nous. Ici, c'est aussi, il y a aussi un objectif de rassurer l'internaute en lui disant que finalement l'entreprise reste active et rebondit tout en s'adaptant à la situation. Après le message, il va aussi falloir faire varier nos call to action pour s'adapter à la période. Par exemple, si je prends une publicité pour le secteur immobilier, évidemment, c'est pas du tout le moment de proposer la visite d'un appartement témoin. On sera tous d'accord. Par contre, comme call to action, on peut peut-être proposer un rendez-vous avec un conseiller sur Skype, un appel personnalisé gratuit, une présentation des services. Voilà, le but, ça va être de tester peut-être plusieurs appels à l'action pour donner finalement envie à l'internaute de cliquer sur nos publicités, voire d'effectuer une conversion tout en restant cohérent avec la situation. Si on met à jour nos call to action, il faut aussi bien penser à mettre à jour nos pages d'atterrissage, nos landing pages. Le but, c'est que tout soit cohérent. Le message, le CTA, mais lorsqu'on clique, il faut qu'on arrive sur une page qui est cohérente avec notre message et qui va finalement dans la même logique que nos publicités en fait. Et donc sur cette landing page, le but, ça va être soit de les mettre à jour, soit peut-être d'en créer de nouvelles qui colleront davantage à la situation pour expliquer concrètement comment l'entreprise continue de fonctionner et comment on peut accéder à ses services. Au niveau des audiences, donc j'ai parlé tout à l'heure des visiteurs de notre site internet qu'il faut cibler en priorité, mais au niveau des audiences de conquête, ça peut être peut-être l'occasion d'aller cibler des audiences plus intentionnistes, de privilégier des audiences intentionnistes. Ça peut être par exemple sur Facebook Ads en ciblant des groupes d'audience avec des centres d'intérêt très précis qui correspondent aux personnes qu'on a envie de cibler avec nos services. Ça peut être en utilisant des packs d'audience intentionnistes qui correspondent à votre secteur sur Google Display. Ici, l'objectif, ça va être de cibler des audiences, les audiences les plus précises possibles. Ce n'est pas forcément le moment d'arroser avec un message extrêmement large, des audiences très larges qui nous connaissent pas et qu'on ne maîtrise pas. Ici, le but, ça va être d'être plus précis, de mettre notre budget auprès d'audiences qui sont précises pour rester vraiment dans notre cœur de cible et pas aller forcément chercher ou agresser des personnes qui sont pas du tout intéressées par notre message, par notre service, par nos produits. Donc, en gros, pour résumer, voilà, le but, c'est vraiment ici de viser juste et de concentrer notre budget là où sont nos utilisateurs et nos vraies cibles potentielles. Merci beaucoup Manon pour ce point sur la publicité digitale. Pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en publicité digitale, toutes les pratiques ne sont pas équivalentes et tous les publics ne sont pas les mêmes. Donc, bien garder en tête que il y a dans le parcours d'un internaute différents degrés. On parle d'intentionniste, on parle de recherche spontanée. Ça n'est pas la même chose, effectivement, d'envoyer une publicité à quelqu'un qui est venu voir votre site Internet ou quelqu'un qui n'est pas nécessairement déjà en relation avec votre marque. On va passer à Aurélien qui va nous parler maintenant SEO, référencement naturel. Aurélien, c'est à toi. C'est parti. Donc, si vous suivez votre trafic Internet, et je l'espère, vous avez vu que vos visites ont baissé de 25 à 70% par rapport à l'année dernière, par exemple. Mais ça veut dire aussi que 30 à 75% de vos visites se maintiennent. Plus vos visites se maintiennent, plus vos contenus sont riches, on va le voir. Alors, pourquoi elles se maintiennent ? Parce que peut-être que vous avez travaillé vos intentions de recherche, les intentions de recherche de vos internautes. Google est devenu très intelligent en quelques années, on va dire en ces 3-4 dernières années, en faisant la part entre les requêtes commerciales
et les requêtes informationnelles. Lorsqu'on recherche, par exemple, voiture en leasing ou Peugeot 3008 en leasing, Google ne va vous proposer que des contenus, que des pages Internet commerciales qui proposent des offres. En revanche, si vous vous renseignez sur qu'est-ce qu'un leasing automobile, quels sont les contrats d'un leasing automobile, Google va vous proposer uniquement des contenus informationnels, des contenus éditoriaux qui répondront à vos questions. Et les sites où on voit une part de trafic se maintenir, ce sont des sites à vocation commerciale qui proposent aussi des contenus informationnels. Alors, une fois qu'on a fait ce constat-là, on va regarder sur son site si on a bien identifié toutes les questions que peuvent se poser les internautes cibles, vos personas, à propos de votre offre et à propos de votre univers. Alors, pour identifier cela, il existe plusieurs outils. D'une part, il y a un très bon outil qui s'appelle Answer the Public, qui prend en compte toutes les suggestions de recherche que fait Google lorsque, dans votre navigateur, vous commencez à taper un mot-clé. Il va les classer par question, il va les classer en fonction de prépositions, il va les classer par ordre alphabétique. Et il va vous proposer l'ensemble des requêtes internautes que peuvent se poser vos personas dans votre secteur d'activité. C'est très riche parce que les internautes se sont mis à poser des questions à Google et ne plus seulement taper une chaîne de mots-clés. C'est d'ailleurs pour ça que Google a mis en place directement dans ses résultats des réponses. On appelle ça la position 0 dans Google. C'est un petit encart en haut des résultats de recherche qui donne une définition ou qui donne une réponse à une question potentiellement posée par l'internaute. Alors, une fois que vous avez ces intentions de recherche, que vous avez identifiées avec Answer the Public, je vous engage à regarder sur votre site si vous avez des contenus qui y répondent exactement. Il existe un petit opérateur de recherche sur Google. Vous tapez sur Google site, puis votre nom de domaine, et avant, vous mettez la question ou la requête que pourrait taper l'internaute. Et Google va vous donner toutes les pages qui contiennent cette recherche, ce mot-clé ou cette expression. S'il ne se passe rien, c'est que vous ne répondez pas à l'internaute et il va falloir produire du bon contenu. Si vous y répondez indirectement, là aussi, il va falloir produire du contenu. Alors, que produire et comment le produire ? C'est toute la question du cocon sémantique. Alors, ceux qui nous suivent l'ont déjà vu avec nous. Le cocon sémantique, c'est une arborescence éditoriale qui reprend le cheminement des intentions de recherche internautes, du général au particulier, du général au détail. Et cet arbre des intentions va donner de la force à votre site internet. Google, lorsqu'il va le crawler, va s'apercevoir que vous répondez à beaucoup de questions internautes et va vous classer dans la liste des sites internet qui sont de confiance, si vous proposez un contenu de bonne qualité, évidemment. Ces contenus-là, ce sont aussi ceux qui vont permettre à votre trafic en situation de confinement de se maintenir au minimum et, par exemple, d'alimenter les campagnes de retargeting que fait Manon et que Manon vous a présenté. Il y a aussi une autre solution pour trouver les requêtes internautes informationnelles qui se maintiennent en ce moment, c'est la Google Search Console. Si vous connaissez la Google Search Console, il y a un rapport qui s'appelle la couverture et les performances, et qui vous donne ce qu'on appelle les impressions, donc l'affichage de votre site pour une requête internaute. En faisant une recherche exploratoire, en faisant quelques analyses, vous allez vous rendre compte que des requêtes ne baissent pas en volume. Et si vous y répondez, ce sont ces requêtes qui généreront du trafic sur votre site. Si vous n'y répondez pas, si vous n'avez pas les contenus, eh bien, il faut revenir au cheminement précédent et voir comment vous pouvez y répondre avec Answer the Public.
La Google Search Console vous donnera aussi les requêtes exactement tapées par les internautes. Alors, vous avez identifié les questions informationnelles de vos internautes. Vous avez commencé à bâtir un cocon sémantique, une arborescence éditoriale en fonction de ses intentions de recherche. Vous allez mettre en ligne cela. Ça va avoir un impact à moyen terme sur votre référencement et ça va vous permettre de préparer la reprise. Parce que ces contenus ont un impact indirect sur vos pages commerciales. Un test a été effectué il y a quelques mois. Un site américain a enlevé tous ses contenus éditoriaux, n'a gardé que ses contenus commerciaux. Et les positions de ces contenus commerciaux ont dégringolé. Ensuite, vous crédibilisez votre site aux yeux des internautes qui vont tomber sur ces contenus, parce que vous avez un œil expert sur la manière dont vous présentez une réponse à une question internaute. Et enfin, ces contenus sont parfaits pour nourrir vos autres leviers de communication. Les emailing, Vincent en a parlé, les réseaux sociaux. On voit en ce moment que beaucoup de marques communiquent sur le conseil et plus sur leurs offres commerciales. Et je serai ravi de répondre à vos questions dans quelques minutes. Merci Aurélien pour ce point sur le référencement naturel. Donc là encore, pour conclure, ce qu'on pourrait dire, c'est que la démarche en ce moment, encore plus que d'habitude, c'est de se mettre à la place de l'internaute et de répondre à sa recherche. C'est toujours vrai lorsqu'on parle de référencement naturel, mais ça l'est encore plus en ce moment. C'est le moment de travailler des contenus de fond. La période fait qu'on peut mettre entre parenthèses une démarche commerciale. En revanche, c'est le bon moment pour produire des contenus de fond et répondre vraiment aux recherches informationnelles des internautes. Avant de poursuivre, je vais vous proposer un petit sondage, une petite enquête. Je vais vous proposer une question et je vais vous demander d'y répondre directement. Donc normalement, vous devriez voir apparaître à la place de la présentation une question et vous avez la possibilité d'y répondre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et voilà, donc je vois que les gens commencent à y répondre. Donc, combien de temps passez-vous en visioconférence ou en webinaire depuis le début du confinement? Vous avez la possibilité de répondre à une des 3 questions. Je vais attendre quelques secondes que la plupart des participants aient répondu. Donc, merci d'avoir joué le jeu. On va du coup maintenant s'appuyer sur ce petit sondage. Pourquoi je vous ai posé cette question? Donc, ce qu'on voit là dans ce que je vous ai demandé, c'est que les internautes français notamment, et puis partout dans le monde en ce moment, sont de plus en plus connectés à la maison, en télétravail, et notamment utilisent de plus en plus les outils de visioconférence et de webinaire. Donc, je vais revenir à la présentation. Créer l'événement. Qu'est-ce que ça veut dire créer l'événement? On part d'un constat. Le constat numéro 1, c'est de nombreuses entreprises ou institutions qui ont dû annuler des salons de par l'épidémie. C'était déjà le cas avant le confinement d'ailleurs, puisqu'il y a des entreprises, notamment parmi nos clients, qui ont été touchées avant le début du confinement en France par l'annulation de salons internationaux. Et donc, l'annulation des salons, d'une part. D'autre part, le fait que la relation commerciale soit complètement impactée par la situation, parce qu'on est tous en télétravail, parce qu'il y a éventuellement du chômage partiel, parce que les internautes sont tous sur des canaux digitaux aujourd'hui beaucoup plus que d'habitude. Et donc, qu'est-ce que ça doit nous amener à faire en termes de réaction? C'est utiliser le web comme un levier relationnel. On le sait, le web et les réseaux sociaux sont des puissants canaux, des puissants outils pour entretenir la relation et prolonger ce qui est fait déjà dans le monde physique sur un espace virtuel. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on se rend compte, d'une part,
que les Français sont plus que jamais connectés à Internet, pour des raisons professionnelles, mais aussi beaucoup pour des raisons de relations interpersonnelles. WhatsApp explose en ce moment. On a de plus en plus de Français qui utilisent les réseaux sociaux. Le temps passé sur les réseaux sociaux remonte sensiblement depuis le début du confinement. Et puis, Aurélien l'a dit, il y a de plus en plus de requêtes informationnelles. Donc, la réponse pour une entreprise ou pour une institution en ce moment, elle peut être d'utiliser le web comme un espace où on va créer l'événement. Et qu'est-ce que ça veut dire créer l'événement ? Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est le musée de la Marine nationale qui a, depuis le début du confinement, proposé sur son compte Twitter, et je vous invite à y aller à l'issue de ce webinaire, proposé une digitalisation de l'offre de muséographie. C'est-à-dire que régulièrement, ils vont tweeter et mettre en avant des contenus, des tableaux, des éléments du musée sur le compte Twitter, les mettre en avant. On est dans une approche qui est intéressante et qui est utilisée par de nombreuses entreprises et institutions en ce moment, c'est utiliser la période comme un levier pour basculer sur le digital un certain nombre d'offres qui étaient jusqu'à aujourd'hui sur le monde physique. Ce premier exemple, il est intéressant. Vraiment, allez voir ce que fait le musée de la Marine nationale sur Twitter. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Deuxième exemple, là pour le coup c'est très auto-centré, c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment tous ensemble. C'est un webinaire que nous vous proposons qui est le prolongement d'une séquence que Vincent vous a présentée en introduction, qui s'appelle Avançons ensemble. Et dans cette séquence, il y avait plusieurs leviers, un emailing, une page d'atterrissage, une landing page reliée à notre site web qui s'appelle Avançons ensemble, dans laquelle nous avons diffusé 2 épisodes. Là, nous sommes dans le 2e épisode, et qui sont des conseils pour les entreprises sur comment communiquer en ce moment. Et donc là, ce qu'on est en train de vivre, ce webinaire, est un canal parmi d'autres activé dans le cadre de cette séquence de communication. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur créer l'événement. Au-delà du simple webinaire qui est un outil, il s'agit de concevoir des séquences de communication. Et vraiment, j'insiste sur cette notion-là, utiliser le web comme un levier relationnel. Et c'est vraiment il y a un vrai potentiel là pour ne pas perdre le fil et garder le contact, comme le disait Vincent tout à l'heure. Voilà. On arrive maintenant au bout de notre présentation et de nos 4 interventions. Donc, on va démarrer maintenant le temps de questions-réponses. Donc, j'ai constaté que Christelle nous avait suggéré une lecture d'Edgar Morin, dont elle nous a partagé un article. Merci beaucoup, Christelle. On ira voir ça tout à l'heure. Donc, je vous invite maintenant à prendre la parole dans la fenêtre de chat en cliquant, si possible, sur le point d'interrogation, ce qui permettra aux questions d'être mises en avant. En attendant que d'éventuelles questions arrivent, moi, j'en ai une. Pour Manon, est-ce que Manon, tu as un exemple à nous donner, notamment de campagne en ce moment qui fonctionne? Est-ce que tu peux nous dire si la publicité digitale a sa place en ce moment et qu'est-ce qui peut fonctionner? Oui, tout à fait. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête. On a lancé récemment des campagnes de retargeting pour un de nos clients dans le secteur de l'immobilier. Ici, dans ces campagnes, on s'est permis un message produit, mais adapté, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'il soit entendable finalement auprès de tout le monde. Et là, depuis, on va dire 7-10 jours, on a de très bons résultats, notamment sur Facebook Ads, qui est un levier super puissant pour le retargeting, où on a un coût par conversion qui est aux alentours de 3 euros, qui est en dessous des 5 euros. Donc, c'est vraiment des campagnes qui performent bien et on voit que finalement, c'est un moment qui est propice pour ce genre de campagne. Baptiste ? Vincent, oui. Oui, je voudrais rajouter un mot à mon côté locavore numérique.
On développe un partenariat depuis quelque temps avec Actu Toulouse. Alors leur situation est paradoxale puisqu'en fait ils ont une explosion du trafic. Bon, très très logique, hein. Les internautes sont beaucoup plus devant leurs ordi et smartphones, donc consultent énormément les médias d'information et ils ont une désaffection comme dans tous les médias des annonceurs. Donc en fait, c'est le moment de faire des campagnes, alors qu'ils ne soient pas trop orientés promo, on en a parlé, hein, mais il y a beaucoup de place pour s'exprimer sur les médias d'information, dont Actu Toulouse. Voilà. C'était la minute de pub pour les partenaires. Merci Vincent. Manon, deuxième question, tu parlais tout à l'heure de landing page. Dans quelle mesure, à ton avis, il est pertinent de créer des landing pages pour communiquer dans le cadre d'une campagne publicitaire et dans quelle mesure en ce moment ça peut avoir sa place? Ça peut tout à fait avoir sa place maintenant, c'est ce que je disais, dans le sens où une landing page est peut-être plus facile des fois à mettre en place que remodeler totalement son site internet, et ça permet en fait de mettre des bandes à l'intérieur, à la fois un focus produit, mais aussi un focus sur comment l'entreprise aujourd'hui réagit en fait et s'adapte à la situation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'elle explique en fait concrètement comment les personnes peuvent accéder à leurs services, continuer à accéder à leurs services en cette période si particulière. C'est vraiment l'occasion d'avoir un contenu qui est totalement cohérent avec la situation, plutôt que une page qui serait pas du tout appropriée. Pour moi, c'est justement quelque chose auquel il faut penser à vraiment avoir une landing page repensée pour la situation qui s'adapte au contexte. Merci, merci Manon. Alors, on a une question de Christelle que je vais afficher. Une petite seconde. Voilà. Christelle qui nous demande, à propos de communication en temps de crise, le risque n'est-il pas de noyer les internautes de messages à ce sujet, comme ça avait été le cas lors de l'instauration du RGPD? Comment éviter la surdose et donc la dilution du message dans la masse? Vincent, est-ce que tu veux répondre à ça? Oui, je vais répondre. Alors, je pense que la situation est très différente de celle du RGPD, puisque la situation actuelle concerne tout le monde. Le RGPD était un message, alors un sujet très important, mais au final quand même assez technique. Et les messages qui apparaissaient sur les sites étaient des messages sur lesquels, en fait, on n'avait pas vraiment d'autre choix que de cliquer sur accepter. Donc, en fait, c'est des messages qui n'étaient pas lus et qui étaient les mêmes pour tout le monde. Alors effectivement, notre recommandation, c'est d'une part d'éviter la surinformation. Communiquer tous les 3 jours, effectivement, ça va provoquer un effet de saturation. C'est de communiquer quand on a quelque chose à dire, hein, comme disait Audiard sur le sujet. Mais comme la situation évolue extrêmement rapidement, en fait, le contexte de chaque entreprise change. Hein, la façon dont on travaille avec un certain nombre d'entreprises dans le bâtiment, aujourd'hui, des entreprises reprennent leurs activités. Alors pas forcément très 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 facilement, mais il faut communiquer au fur et à mesure. Il faut donner de l'information sur où on en est de son activité, qu'est-ce qu'on envisage. On a des clients qui ont fait le choix du silence en estimant que ce n'est pas pertinent en ce moment. Je pense qu'au contraire, ceux qui gardent un fil de communication régulier maintiennent la présence à l'esprit et augmentent. Alors, je sais pas comment on peut le formuler. C'est pas le capital de sympathie. On va dire peut-être une image de présence et de responsabilité. Hein, qu'il y a un gros sujet d'image autour de la régularité de la communication. Même si les messages sont pas lus, si on voit passer des signes sur les réseaux sociaux, par emailing, on en garde une trace. Pour compléter ce que tu dis, Vincent, moi, ce que je voudrais dire également, c'est communiquer en temps de crise, ça ne veut pas dire communiquer nécessairement sur la crise. Hein, Vincent le disait en introduction, il ne s'agit pas de parler du Covid-19, on n'est pas tous des experts en mesures sanitaires, il ne s'agit pas de prendre la parole sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, et attention à bien rester sur des sujets sur lesquels on est légitime. Donc communiquer en période de crise ou en période de confinement, c'est pas nécessairement spammer les internautes, il ne s'agit pas de prendre la parole tous les jours nécessairement, et
puis surtout, on peut parler d'autres choses. Et je le disais aussi tout à l'heure sur le chapitre réseaux sociaux, on est 3 semaines après le début du confinement et il y a des entreprises, il y a des institutions qui commencent à le faire sans être dans le déni. Vraiment, je le rappelle, c'est important. Voilà, on parle de fenêtres pour s'évader, pour penser à autre chose. Et donc, il y a vraiment de la place pour parler d'autre chose dès lors que vous répondez à des attentes des internautes. Hein. Voilà, je pense que c'est important. Il y a des entreprises qui le font très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Merci à Christelle d'avoir participé. En attendant peut-être que d'autres questions arrivent, Aurélien, je me permets juste de te demander, en ce moment, ton travail, qui est notamment souvent fait rythmé d'ateliers que tu as avec les clients sur la co-construction de contenu, comment ça se passe en télétravail? Eh bien, écoute, ça se passe plutôt bien et je fais un clin d'œil à Laure qui doit être dans l'audience ce matin. On a décidé de maintenir un atelier cocon sémantique lors du début du confinement, donc 2 ateliers d'une demi-journée chacun. Et avec les outils de visio, le partage d'écran, les outils de travail collaboratif comme des outils de mind mapping, par exemple, comme MindMeister, permettent de travailler en même temps sur le même document. Donc, de mener une réflexion sur le développement d'une offre éditoriale. Sur la production concrète de contenus éditoriaux, eh bien, on peut très facilement mettre sur Google Drive des documents Word partagés sur lesquels on peut écrire à 4 mains. Donc, a priori, ça ne freine absolument pas la réflexion et ça ne freine pas du tout la production d'actions SEO, que ce soit des actions techniques ou éditoriales. Merci Aurélien. On a reçu une question de Magali. Nos cibles sont plus que jamais sur les réseaux. Faut-il communiquer davantage ou garder un rythme de publication classique? Alors, pas évident de répondre à cette question. Il y a des questions qu'on pose à tous les consultants en social media, c'est quel est le meilleur jour pour communiquer sur Facebook, quelle est la meilleure heure, etc. Et la réponse, elle est toujours, c'est du cas par cas. Donc, j'ai envie de répondre, comme d'habitude, c'est du cas par cas. Faut-il communiquer davantage? Tester les interactions que vous arrivez à avoir, faire un peu de promotion, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux. Si l'objectif est de générer du commentaire, on a des clients qui le font et qui le font avec succès ces derniers jours. Voilà, on a des clients notamment dans la construction qui permettent aux internautes de se projeter dans des projets de construction, quelle serait la maison idéale, et derrière ça ouvre le champ à beaucoup d'interactions. Donc, faut-il communiquer davantage? Je dirais pas nécessairement. Garder un rythme de publication classique, tout dépend de ce que vous avez l'habitude de faire. Moi, je pense qu'on peut, si le succès est au rendez-vous et si vous avez quelque chose à dire, là encore, je me répète, ça va de soi, mais voilà, il s'agit surtout de proposer de la valeur, de proposer quelque chose qui permette à l'internaute de se projeter. Voilà. On arrive à la fin de ce webinaire et de cette séquence de questions-réponses. Merci à tous d'avoir participé. Je termine avec une petite conclusion. Et maintenant, avançons ensemble. Une demi-heure, c'est très très court. On a été vraiment extrêmement synthétique sur chacun de nos sujets. Quelques pistes d'action concrètes, comment continuer, comment passer la seconde vitesse et activer tout ce qu'on vient de se dire en pistes d'action concrètes. Quelques exemples, une campagne de marque dédiée au contexte. Certaines entreprises le font, notamment parmi les participants à ce chat. Je pense à TBS qui a lancé une campagne de marque cette semaine qui fonctionne bien. Des emailing, des webinaires, des publications sur les réseaux sociaux liées au contexte, là encore, des séries de portraits de collaborateurs. Je parlais d'incarner le discours de marque, c'est le bon moment pour le faire. Des articles de fond sur votre site web pour répondre à ce que disait Aurélien sur la nécessité de se positionner en face des requêtes informationnelles des internautes, ou des campagnes AdWords, retargeting, par exemple, dont Manon parlait. On a été extrêmement rapide et synthétique, mais on est évidemment dispo pour en discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Je passe la parole à Vincent pour la conclusion.
Oui, ce sera pas une conclusion. Juste un mot sur le fait qu'il y a aussi, ça peut être aussi le bon moment de se pencher sur l'évolution de son site web. Des sujets qui sont souvent remis à plus tard. Voilà, là on a un peu plus de temps, que ce soit vous ou nous, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des discussions très ouvertes sur une réflexion sur comment pourraient évoluer vos dispositifs, en sachant aussi que très probablement le confinement, la sortie du confinement étant progressive, le renforcement des liens digitaux, je pense, restera une constante dans les dans les mois qui viennent. Voilà. En tout cas, un très grand merci d'avoir participé avec nous à cet événement. C'était une grande première pour nous. Bravo à Baptiste d'avoir initié l'événement et à l'ensemble de l'équipe de l'avoir mis en place. Et j'espère à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter, ça sera un plaisir. Bonne journée à tous. Un grand bravo à tous pour la participation. Merci aussi à tous les participants qui ont été actifs dans les commentaires. Merci de vos nombreux commentaires qui sont en train d'arriver. Pour répondre à certains, nous allons poursuivre la séquence Avançons ensemble, et donc on reste évidemment en contact sur le site Objectif Papillon et sur nos réseaux sociaux pour la suite. Voilà, merci beaucoup à tous.